Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Dokmoos, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Alors dans Dokmoos, vous allez jouer un guerrier qui part en expédition à travers tout le pays. Il va tenter de faire en sorte que l'on chante les louanges de son clan. Comment est-ce qu'on joue à Dokmoos? Eh bien c'est très simple. On joue en 8 manches, chaque manche a 3 phases, la sélection des gardiens, le tour des joueurs et la fin de manche. Une fois que ces 8 manches sont passées, on compte les points de victoire, celui qui en a le plus remporte la partie. Concernant le matériel, nous avons un plateau un petit peu particulier puisqu'il est composé de 8 tuiles avec différents types de terrain. Ces tuiles sont recto verso et on les installe du coup au hasard. On ne regarde pas le sens, ni si c'est un côté ou un autre, et on les pose comme ceci, en carré, en laissant un espace vide au milieu. Ensuite, chaque joueur se voit attribuer 25 jetons qui représentent des huttes ou des campements, comme vous voulez. Et puis, on va installer à son tour de jeu un premier campement, un premier jeton de point de départ. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer qui installe ces jetons en premier? Eh bien déjà, on va choisir au hasard le premier joueur à qui on va donner le talisman et également 5 tuiles gardiens. Et du coup, le joueur qui posera en premier sa petite tuile, son petit jeton de départ, eh bien, sera celui qui sera assis à droite du possesseur du talisman. Donc en fait, c'est celui qui aura le talisman qui posera son jeton en dernier. Comment est-ce qu'on pose son jeton au point de départ? Eh bien, tout simplement, on ne peut le poser que sur les pourtours extérieurs. Alors ça, c'est en début de partie, hein, c'est pour le jeton point de départ, que sur les pourtours extérieurs du grand carré formé ainsi par le plateau de jeu. Et on ne peut le poser que sur une case prairie ou forêt. Et bien maintenant que la partie commence. Donc celui qui possède le talisman premier joueur et les 5 tuiles gardiens va être le premier à lancer la première phase, la sélection d'une tuile gardien. Il va en effet choisir parmi les 5 tuiles du jeu celle qu'il veut prendre. Bien évidemment, il le fait secrètement et il pose devant lui face cachée celle qu'il a choisie. Ensuite, il fait passer les tuiles restantes au joueur suivant qui choisit également une tuile, qui le passe au joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait choisi une tuile. La tuile restante est posée face cachée à côté du plateau de jeu. Alors il peut y avoir 2 tuiles restantes si vous jouez à 3 joueurs. Maintenant, on va passer à la phase tour des joueurs. Et là, pour savoir qui va jouer en premier, eh bien, ce sera celui qui aura choisi la tuile gardien numéro 1. Si cette tuile n'a pas été choisie, c'est celui qui aura le plus petit chiffre qui jouera en premier. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant un tour de joueur? Eh bien, c'est très simple. On prend 3 jetons à sa couleur que l'on va devoir utiliser de 2 manières possibles, soit en les positionnant sur le plateau de jeu, soit en les sacrifiant. En effet, à côté, on a un plateau avec une piste de score qui représente les points que vous allez gagner au fur et à mesure de la partie en fin de partie, avec un petit cube à votre couleur pour pouvoir évoluer. Et à droite de ce plateau-là, vous avez une zone qui est commune à tous les joueurs, dans laquelle vous pourrez éventuellement sacrifier un jeton. On va voir comment et surtout à quoi ça sert. Donc j'ai dit, on utilise ces 3 jetons, ça on est obligé de le faire. Par contre, ce qui est facultatif, c'est le bonus de la tuile gardien. Le bonus de la tuile gardien peut être utilisé n'importe quand pendant le tour de jeu, soit avant de positionner les 3 jetons, soit après, soit au milieu, après avoir posé seulement un jeton, c'est comme vous voulez. Par contre, si vous décidez de ne pas l'utiliser, cette action est perdue. Donc c'est à vous de voir ce que vous en faites. On reviendra après sur les bonus des tuiles gardiens. Les 3 jetons, comment est-ce qu'on va les placer? Eh bien c'est très simple, il y a quelques règles de pose qu'il faut connaître. Tout d'abord, il faut savoir que vous êtes obligé de placer un jeton adjacent à un des vôtres. Donc c'est pour ça que vous allez bien réfléchir en début de partie où est-ce que vous positionnez votre jeton point de départ, puisque les 3 prochains devront être à côté de lui. Adjacent, ça veut dire avec au moins un côté de carré entier en commun. Si vous n'avez que le coin, ça ne marche pas. Ceci n'est pas adjacent. Donc adjacent, c'est ici.
Et bien maintenant, il va falloir prendre connaissance des 8 types de terrains disponibles sur les tuiles du plateau de jeu. Alors, on a vu que prairie, on pouvait poser facilement sa hutte, mais les autres ont des particularités. Alors déjà, on ne peut pas poser de hutte sur le petit temple rouge ou le grand temple jaune. On ne peut pas poser de hutte sur de l'eau ni sur la montagne. On peut poser une hutte sur un volcan, une ruine, une forêt ou une prairie. Donc toujours on respecte la règle d'adjacence. Alors tout à l'heure j'ai dit il faut que les trois soient adjacents au premier. Non, il ne faut pas qu'ils soient adjacents, mais il faut qu'ils soient reliés, adjacents à une hutte que vous possédez. Je n'ai pas précisé, on n'a pas le droit d'être plusieurs sur la même petite case. Donc j'ai rechangé mon point de départ afin de pouvoir mieux vous expliquer. Donc ici le joueur rouge a choisi de se mettre sur cette prairie en point de départ et maintenant il faut qu'il pose ses 3 huttes suivantes. Alors il n'a pas le droit de poser sa hutte sur la montagne qui est à côté, il n'a pas le droit de poser sa hutte sur la rivière. Donc il a maintenant 2 possibilités grâce aux particularités des terrains. Tout d'abord, le grand temple jaune en fait a comme particularité, et c'est le cas aussi du petit temple rouge, d'être considéré comme un lien avec la tuile, avec la case précédente. Ce qui veut dire que je ne peux pas poser de jetons sur le temple, ça c'est interdit. En revanche, le fait de passer par le temple considère que si je pose ici ma petite hutte dans la prairie, eh bien je suis adjacente à cette première hutte grâce au temple qui se situe entre. Donc je peux parfaitement positionner ma première hutte ici. Et ensuite, la deuxième, je peux la mettre ici, et puis ensuite je peux choisir si je mets une hutte ici ou ici. Alors après vous avez plein de possibilités. J'aurais pu également décider de ne pas partir de ce côté-là du temple en utilisant la fonction du temple. J'aurais pu décider de traverser la rivière. Voici la particularité des terrains rivières, on peut les traverser. On ne peut pas poser de jetons sur la rivière, c'est interdit. En même temps, c'est logique, hein, je me vois mal construire une hutte sur de l'eau. Mais on peut parfaitement la traverser pour pouvoir aller poser son jeton de manière adjacente dans une case bien plus efficace en face. Par contre, quand on fait ceci, on doit sacrifier un jeton dans la zone des sacrifices que je vous présentais tout à l'heure. Donc en fait, ça vous coûte un jeton. Il faut bien réfléchir du coup avant de positionner. Donc là, si je veux traverser la rivière, je peux aller ici, mais j'aurais pu également décider de traverser la rivière. Donc en gros, un peu comme si ma hutte m'avait fait hop, hop, hop et atterrir sur cette case prairie ici. Et ensuite, je peux décider de poser la dernière hutte, puisque j'ai dû en sacrifier une, adjacente à celle-ci, sur une case prairie, ici. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Vous l'avez remarqué que je n'hésite pas à changer de tuiles. C'est comme si elles étaient collées les unes aux autres. Alors on ne les colle pas parce qu'on va pouvoir les déplacer, mais ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors on continue dans les exemples comment poser ces jetons. Donc là admettons j'ai déjà fait une première manche, j'ai posé mes 3 jetons, tout le monde a fait ça, on est passé à la manche numéro 2, je me retrouve à nouveau avec 3 jetons à poser ou à sacrifier, c'est moi qui vois. Je peux décider de partir, alors là j'ai plusieurs possibilités qui sont ouvertes à moi. Je peux poser dans de la prairie, je peux poser dans de la forêt, etc. Mais admettons, je décide de continuer de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible? La montagne, je ne peux pas y aller. Je ne peux aller que sur volcan. Eh bien, je vais faire ça. Je vais positionner ma première hutte sur le volcan. Ensuite, je vais continuer d'aller sur la prairie. Et je vais continuer d'aller ici en face, car le temple me permet d'être adjacent. À savoir que la particularité des volcans, eh bien, c'est qu'elle ne vous permet qu'une transition, puisqu'à la fin de votre tour, quand vous aurez positionné vos 3 jetons, eh bien, vous devrez le sacrifier. En effet, on se crame un petit peu, donc on sacrifie le jeton du volcan. Le volcan permet donc d'atteindre des endroits inaccessibles. Concernant le type de terrain forêt, eh bien, il faut savoir que pour pouvoir poser un jeton sur une tuile forêt, vous allez devoir, un peu comme la rivière, sacrifier un autre jeton. Sauf si vous avez certaines circonstances, et je suis dans un cas particulier. Comme j'ai déjà un jeton adjacent à une case forêt, eh bien, je ne suis pas obligée d'en sacrifier un quand je vais poser mon jeton sur cette forêt-là. En revanche, alors on va prendre un exemple, je vais faire un petit peu n'importe quoi parce qu'on doit être adjacent, mais en revanche, si j'étais ici,
voyez, et que je voulais poser un jeton sur cette forêt, il faudrait que j'en sacrifie un troisième. Et bien évidemment, si vous n'avez pas assez de jetons à sacrifier pour pouvoir faire ce que l'on vous demande, vous ne pourrez pas poser votre jeton sur la forêt. Autre précision également par rapport à la traversée d'une rivière. Donc je l'ai dit, si je suis ici par exemple et que je veux traverser cette rivière, je peux parfaitement décider d'aller soit dans la forêt, soit alors vers le temple. Alors on sait qu'on ne peut pas poser de jetons sur le temple, mais comme c'est adjacent, je pourrais décider d'aller dans cette prairie-là. Si je fais ça avec le temple, je dois sacrifier une hutte et ensuite je peux continuer ainsi de suite. Mais si je décide de traverser la rivière pour aller dans la forêt, et de positionner ma hutte ici. Je sacrifie un de mes 3 jetons pour la rivière, je pose ma hutte sur la forêt. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est de la forêt, alors il faut sacrifier une autre hutte. Eh bien non, on ne doit pas sacrifier une autre hutte quand on en a déjà sacrifié une pour la rivière de manière consécutive. Et pour finir, le terrain ruine. Une fois que vous avez posé votre hutte sur la ruine, vous ne pourrez plus bouger cette hutte. En revanche, elle vous offre 2 avantages. La première, vous remportez immédiatement un point de victoire que vous marquez tout de suite sur la piste de score. Et la seconde, eh bien, elle vous offre un bonus parmi les 3 suivants. Déplacer une tuile, déplacer un pion, faire pivoter une tuile. Eh bien, ces bonus-là sont ceux des tuiles gardiens. Je vais donc vous les expliquer. Tuile numéro 1, eh bien, elle vous permettra de prendre tout de suite possession du talisman premier joueur, ce qui vous assure le choix de la tuile gardien au tour suivant. Ensuite, la tuile gardien numéro 2, la voici. On aime bien les illustrations. Elle va vous permettre du coup de déplacer une tuile du plateau de jeu. Alors, comment ça? Eh bien, c'est très simple. Regardez, c'est pour ça qu'on a laissé un espace vide au milieu de la table. Si vous utilisez cette option du gardien numéro 2, eh bien vous pouvez pousser une tuile au centre comme ça de manière verticale ou horizontale. Donc celle-là, je peux la pousser au centre, mais j'aurais pu décider de pousser celle-ci au centre. Enfin, vous voyez, à chaque fois, on peut décider. Si plus tard, admettons, voilà, hop, quelqu'un a utilisé cette fonction-là et puis vous vous retrouvez de nouveau avec cette option, eh bien, vous pourrez pousser une tuile dans le nouvel espace créé. Donc, vous pourrez soit la remettre ici, soit déplacer celle-là dans le trou, ou alors, il est tout à fait possible de prendre une tuile et de sauter par-dessus une autre pour remplir le trou. Il ne faut pas être en diagonale, toujours verticale ou horizontale. Alors, avec la tuile gardien numéro 3, vous pourrez utiliser le bonus de déplacer un pion adjacent. Vous pouvez partir d'une case prairie, forêt ou volcan et positionner votre pion de manière adjacente sur une case prairie, forêt, volcan ou ruine. À cette occasion-là, vous ne pourrez pas traverser de rivière et si vous allez sur une case forêt, vous ne serez pas obligé de sacrifier un pion. La tuile gardien numéro 4 va vous permettre, si vous utilisez l'option, de tourner une tuile du plateau de jeu de 90 degrés dans le sens horaire ou anti-horaire. C'est-à-dire, si par exemple vous choisissez cette tuile-là, alors il faut un petit peu écarter comme ceci, vous pouvez la tourner un coup comme ça ou bien un coup comme ceci, ce qui du coup repositionne vos jetons placés ainsi que ceux des autres joueurs de manière différente. La tuile gardien numéro 5 vous permet quant à elle de reprendre au choix une des 3 actions qui correspondaient aux tuiles des gardiens 2, 3, 4. Vous voyez, on peut soit tourner, soit pousser, soit déplacer un jeton. Le désavantage, c'est que du coup, eh bien, on est plus loin dans l'ordre du tour quand on aura le numéro 5. Mais par contre, on a le choix avec une des 3 options si jamais un joueur vous a chippé cet avantage ou l'avantage que vous vouliez prendre. Alors une fois que tous les joueurs ont positionné leurs 3 jetons, eh bien c'est très simple, on passe à la phase fin de manche et à ce moment-là, tout le monde rend les tuiles gardiens, on prend également les tuiles mises de côté et on les donne à celui qui possède le talisman premier joueur. Il va pouvoir commencer une nouvelle manche avec la phase sélection de tuiles gardiens. Une fois qu'on a réalisé les 8 manches, normalement tout le monde a positionné ses jetons sur le plateau et là on passe au décompte final. On reprend l'aide de jeu qui expliquait les types de terrain, on la retourne,
Donc déjà au dos, vous voyez que vous avez aussi des petites explications par rapport au bonus des gardiens. Et à droite, vous avez le décompte final qui va vous permettre de compter les points de victoire. On revoit que chaque jeton positionné sur une ruine rapportait un point de victoire, mais ça normalement vous l'avez marqué au fur et à mesure de la partie. Et puis on regarde si vous avez exploré un petit temple rouge ou des grands temples jaunes. Vous gagnerez 2 points de victoire par temple rouge et 3 points de victoire par temple jaune. Alors qu'est-ce que l'on considère comme temple exploré? Eh bien c'est très simple, il faut avoir un jeton, une hutte adjacente au temple. Par exemple ici, le joueur rouge a bien exploré ce petit temple-là, ça lui rapportera 2 points de victoire. Il peut parfaitement y avoir plusieurs joueurs autour d'un même temple. À ce moment-là, chaque joueur remportera 2 points de victoire. En revanche, si un même joueur a exploré le temple par différents côtés, eh bien là, on ne comptera qu'une seule fois ces 2 points de victoire, par exemple pour ce petit temple. Vous allez regarder tuile après tuile si quelqu'un ou si plusieurs joueurs ont exploré tous les temples. Donc admettons, ici, le joueur rouge a positionné toutes ces petites maisons comme ça. Bon, alors moi, c'est pas adjacent, mais c'est pour vous expliquer. Et bien, sur cette tuile-là, le joueur rouge, hop, il faut faire ça, a exploré tous les temples qui sont sur cette tuile. Il remporte donc 8 points de victoire, comme c'est expliqué ici, sur l'aide de jeu. Plusieurs joueurs peuvent avoir effectivement exploré aussi tous les temples. On compte ça tuile après tuile. Et puis aussi, on regarde aussi toutes les tuiles que vous aurez explorées ou pas. On considère une tuile, c'est-à-dire, je rappelle, ce grand carré comme exploré dès lors que vous avez au moins exploré un temple par tuile. Donc ici, le joueur rouge a exploré toutes les tuiles, tous les temples de cette tuile. Ici, il a exploré aucun temple, donc il n'a exploré qu'une tuile, puisqu'ailleurs il n'a pas mis de jetons. S'il a exploré une tuile, il aura 1 point de victoire. Mais s'il avait exploré 5 tuiles, il aurait 14 points de victoire. Donc là, il faut essayer à la fois d'explorer plein de temples, d'essayer d'explorer plein de tuiles, mais ça ne sera pas évident avec les autres qui vous feront bouger dans tous les sens. Et puis enfin, on va faire un petit décompte de la zone de sacrifice, une sorte de décompte de majorité. Celui qui a le plus de pions sacrifiés remportera le plus de points de victoire, et là aussi selon le nombre de joueurs. On se réfère à l'aide de jeu. Donc on regarde ici ce qu'il y a marqué. Si vous jouez à 4 joueurs et que vous êtes celui qui a le plus sacrifié de pions, eh bien cela vous fera 5 points de victoire. Et ici dans cet exemple-là, c'est le cas du joueur vert qui remportera ses 5 points de victoire. Et bien voilà. Voilà pour le jeu DocMouse que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je vous le recommande et je vous dis, amusez-vous bien.